S'il y a bien un homme dans tout le royaume qui accueille avec enthousiasme la mort de Pépin d'Herstal, le protecteur du royaume, c'est bien lui, Ragenfred, le roi de Neustrie, son plus grand ennemi. Grâce à la mort de son rival Pépin, il n'est pas juste maintenant le plus grand chef franc vivant, il a aussi une carte maîtresse, un ami précieux qu'il a découvert dans un ancien monastère où des gens puissants voulaient l'oublier. Un ami de sang pur en qui il a allumé une ambition. Il a désormais rompu ses vœux monastiques pour la quête de grandeur. Chilpéric, un descendant caché de Clovis. L'heure est enfin venue de rentrer dans le jeu. Ragenfred et Chilpéric chevauchent vers le nord. Nous sommes en l'an 715 et la révolte des Francs du royaume d'Austrasie avec, à leur tête, le jeune Charles fait rage. Leur objectif ? Détrôner Plectrude, la maître du royaume des Francs, grâce au trône d'Austrasie de son enfant Théodebald dans son château à Cologne. L'armée des révoltés de Charles n'en est pas vraiment une. Mal équipés, mal entraînés, des paysans pour la plupart. Ils sont pourtant victorieux à chaque rencontre avec les hommes de Plectrude. Galvanisés par le courage de leur leader intrépide, leurs troupes rallient à eux le peuple et beaucoup de nobles qui voient en Charles le digne héritier de Pépin. Mais plus ils avancent vers Plectrude, plus la Francie se fragmente. Des feux s'allument dans tout le royaume qui semble se diriger vers le chaos, privé du peu d'unité que Pépin maintenait. L'Austrasie est déchirée, la Neustrie marche vers la guerre, la Bourgogne hésite et se divise, l'Aquitaine en profite pour renforcer son indépendance et les barbares de l'Est s'agitent de plus en plus. Le temps joue contre Charles et ses hommes, heureusement, rien ne semble les arrêter. Petite victoire après petite victoire, les voilà déjà arrivés dans la ville de la reine, Cologne. Ils sont si proches, alors que les remparts de Plectrude s'élèvent non loin, tous sont confiants et tournés vers leur objectif. C'est là que l'inattendu se produisit. Un bruit de pas plus grand que celui de sa propre armée parvint aux oreilles de Charles, très vite suivi par un bruit de corps redouté par ses hommes. Et, sur une colline, le jeune Charles le reconnut, l'autre héritage qu'il reçut de son père, un ennemi, Ragenfred. Deux armées, en route vers le même objectif, se croisèrent à quelques lieues du château. Charles, comme à son habitude, ne se détourna pas, si près de son but, en face de l'armée la plus forte du royaume. Le fils de Pépin ne recule jamais, il donna l'assaut. Et Plectrude, du haut de son château, dut prendre un malin plaisir à voir de loin ce si beau spectacle. Il chargea, croyant que son courage pourrait battre Ragenfred, un espoir bien vain, car malheureusement un autre assaut fut donné. Depuis la forêt vinrent des hordes de barbares marins païens et leur chef, Radbog, le roi pirate et ennemi irréductible du christianisme. Les pires ennemis de Pépin s'étaient unis pour déferler sur Cologne, et Charles, trop téméraire et hâtif, se trouva au pire endroit, au pire moment. La surprise fut fatale. Les hommes de Charles furent massacrés, mis en déroute, et c'est à peine si ses amis surent le soutenir alors que, blessé, Charles dut prendre, pour la première fois de sa vie, une dure décision. Fuir. Ils s'enfuirent, maudissèrent leur infortune et probablement le manque d'honneur des Neustriens. Les plus durs et les plus forts restants
attendirent dans les montagnes la décision de leur chef. Les blessures de son corps se refermèrent vite, mais l'esprit de Charles le tortura. Partout en Francie, des guerres entre Francs éclataient désormais, et c'était lui qui avait entraîné l'Austrasie le premier dans la guerre civile, l'exposant aux invasions de ses ennemis, alors même qu'on lui ramenait des nouvelles extrêmement inquiétantes du sud du royaume. Et il venait de subir une défaite cuisante, meurtrissant sa maudite et excessive fierté, celle qui pousse à combattre mais ne donne pas la victoire. Le prince finit par s'endormir. Son sommeil fut agité, son ego en pleine catharsis. Fureur, guerre, défaite, ses frères d'armes tombés pour lui, les barbares païens, les armures impénétrables des Neustriens, et les cavaliers du désert, rapides comme la mort, prêts à dévorer les survivants épuisés du jeu des trônes des Francs. Et, dans ce cauchemar, une vision lumineuse émergea. Bien plus qu'une stratégie, un rêve. L'espoir revint. Il fit une promesse, un serment à ses hommes, et le jour même, la guerre, par le peu de moyens qui leur restaient, reprit de plus belle. Al-Andalouse. Les nouveaux maîtres de l'ancienne Hispanie sont en proie à diverses tensions. Après leur conquête fulgurante, les Omeyyades doivent maintenant composer avec les rivalités internes. Entre les Arabes du désert, fondateurs de cet empire, et les Berbères du Maghreb récemment intégrés à leur service, la cohésion reste fragile. Les Berbères, bien qu'ayant joué un rôle crucial dans la conquête, se sentent marginalisés par leurs commandants arabes qui monopolisent les postes de pouvoir. Et quoi de mieux pour apaiser les tensions et renforcer l'unité d'un jeune empire que de nouvelles conquêtes, de nouveaux butins et de nouveaux esclaves. La langue des conquérants a un mot précis pour ça, la razzia, et elle commence. Progressivement, les armées musulmanes traversent les Pyrénées, profitant de la faiblesse des défenses locales. Ils s'installent presque silencieusement dans la Septimanie, massacrant, pillant et capturant sans rencontrer de résistance, pendant que les Francs se déchirent entre eux. Prenant confiance, leurs regards se tournent bientôt vers Narbonne, une ville stratégique et fortifiée à l'entrée du royaume. Cette forteresse difficile à prendre peut être une étape qui leur ouvrira l'ouverture vers la conquête d'un nouveau royaume chrétien. Plus qu'une razzia désormais, la promesse d'une conquête guerrière, et les adorateurs du dieu du désert ont aussi un mot précis pour ça. Le temps de s'organiser, s'unir et de sécuriser leur route, la tempête de sable se prépare. En Austrasie, Charles a repris des forces. À la suite de guérillas incessantes, en peu de temps, ses hommes redeviennent une troupe de guerre. Mais Charles, dont l'esprit est troublé, n'est plus le même depuis sa défaite. Ragenfred est victorieux. Il a vaincu Plectrude à Cologne, puis pactisé avec elle. Elle reste la reine de l'Austrasie, mais elle nomme Chilpéric, l'homme qui chevauche avec Ragenfred, roi des Francs. Ragenfred est le gagnant du jeu, et festoie à Cologne avec sa nouvelle alliée, savourant sa victoire, mangeant à la table où Pépin mangeait, profitant des draps où il dormait. Ragenfred et Chilpéric festoient et commencent à gouverner depuis Cologne, exhibant la couronne et le sceptre. Puis, quand ils eurent tous leurs appétits satisfaits, les deux maîtres des Francs entreprirent de rentrer en Neustrie, avec une armée chargée d'or et de gloire. Ils apprécièrent fort cette marche, revenant en maître incontesté du royaume,
parcourant leurs terres en songeant aux chants que l'on fera pour célébrer leur gloire pendant des siècles. Maintenant que Plectrude est avec eux, aucun fou n'osera contester le pouvoir des deux rois. Mais, sur la route, en pleine campagne, une scène irréelle les attendait. Au milieu d'une plaine verdoyante, une toute petite troupe, à l'air déterminé, les attendait. Charles, il n'a toujours pas compris la leçon. La bataille s'engagea vite. Quelques coups furent donnés par ces troupes d'inconscients qui suivaient un prince déchu fou. Et Ragenfred se mit à rire lorsque Charles sonna une fois de plus la retraite et prit la fuite. Mais, cette fois, pas question de le laisser courir. « Ce chien s'enfuit! Ramenez-moi la tête du bâtard de Pépin! Nul ne menace le roi des Francs sur ces terres !» Une course s'engagea entre les deux armées. Ils coururent et coururent à travers des collines pendant plusieurs kilomètres, car les Austrasiens forgés par des mois de guérilla avaient une bonne foulée. « Charles, ils sont toujours à nos trousses !»« Oui, ils le sont. » Les Neustriens, épuisés par une course en lourdes armures, les rattrapèrent enfin dans une clairière entourée d'arbres, et comprirent, en entendant des rugissements sortis des bois, que Charles avait bien compris la leçon de Cologne. L'embuscade fut fatale. Essoufflés et sans formation de combat, les Neustriens furent massacrés. L'armée de Ragenfred, qui n'avait pas encore eu le temps d'annoncer lui-même à son peuple qu'il régnait enfin sur les Francs, fut défait. La troupe de Charles redevint une armée. Après avoir défait la plus grande force du royaume, ils se remirent en marche vers Cologne, et Plectrude se prosterna. Charles l'épargna et l'envoya au couvent finir ses jours. Radbog le pirate fut lui aussi vaincu et retourna sur son navire. Mais bien plus que son honneur, il laissa derrière lui son propre fils, qui, traumatisé par les horreurs de la guerre, fut touché par la grâce, se baptisa et décida de quitter les siens pour suivre le Christ et Charles, qui l'adopta comme neveu. Ragenfred et Chilpéric, qui avaient échappé au massacre d'Amblève, tentèrent tout par la suite pour vaincre Charles, mais ils furent vaincus encore et encore, piètre roi. Il leur laissa la vie sauve en échange d'une paix tant attendue entre les Neustriens et les Austrasiens. Ragenfred, qui ne s'était jamais agenouillé devant Pépin, posa le genou face à son fils. Chilpéric, trop attaché à la couronne, se tint à disposition de Charles au cas où ce dernier eut besoin d'une tête couronnée pour signer quelques papiers. Le jeu des trônes eut un gagnant. Et le royaume franc reçut enfin le chef qui l'unirait. Charles, fils légitime incontesté de Pépin d'Herstal. La dynastie des Carolingiens était née. La guerre civile était enfin finie. Le royaume des Francs s'unissait. Et une fois au pouvoir, il convoqua ceux qui l'avaient suivi dans ces guerres déchirantes et ses nouveaux amis pour un discours qui ferait date dans l'histoire des hommes. Une nouvelle ère commence. Cela fait trop longtemps que cette terre se déchire. Notre pays n'est plus la Gaule. Nous ne sommes pas des royaumes d'Austrasie, de Neustrie ou de Bourgogne. Nous sommes le royaume des Francs. Et face aux menaces qui s'annoncent, un nouvel ordre naîtra. Prêtons serment. À tous, Charles offrit une terre sur laquelle ils régneront en maîtres, comme lui règne sur eux. Le peuple devra travailler pour nourrir les seigneurs. Les prêtres prieront pour bénir la terre, et la croix soutiendra l'épée en âme et en richesse.
Mais le labeur pour garder ses privilèges sera plus grand encore, car il ne leur a pas donné des terres et des richesses pour qu'ils festoient et dorment, mais pour qu'ils puissent s'entraîner sans interruption, dans la douleur, sans relâche, à l'art de la guerre. Il leur ordonna d'apprivoiser les chevaux les plus robustes, de porter les armures les plus lourdes, jusqu'à ce qu'ils ne fassent qu'un avec leur monture et le métal. Car ces seigneurs devaient devenir les plus forts et les plus rapides des guerriers, pour vaincre et protéger le peuple, partout, à pied et à cheval. Ce ne sont pas des privilèges, mais des devoirs. Rentrez chez vous, suivez à jamais ce nouveau pacte, devenez les plus forts et les plus justes. Vous inspirerez chacun et serez pour l'éternité la bravoure et la force. Suivons ce rêve, mes amis, et un jour, vous ne serez plus des soldats, ni des cavaliers, mais des gardiens invincibles du royaume et champions du Christ, les chevaliers francs.